Bonjour à tous et à toutes, et donc merci d'être avec nous ici à la Domus Medica ce matin, et pour celles et ceux qui nous suivent à distance, on est très content d'être avec vous. Donc nous allons ouvrir ce séminaire, ce second séminaire de l'année, médecine globale versus hyperspécialisation. C'est un sujet qui, et Dominique et Jean nous le rappelleront, c'est un sujet qui est un de nos sujets, franchement, fondamentalement, qui nous intéresse beaucoup pour celles et ceux qui, comme nous, suivons à la fois les questions d'organisation de la médecine, mais qui également pensons que l'organisation de la médecine dépend beaucoup de la formation de ces cadres, donc à la fois de ces médecins, mais également de ces soignants. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes également engagés dans l'enseignement, vous êtes souvent universitaires, et donc nous pensons qu'à la fois la formation initiale et la formation continue sont des éléments centraux, essentiels pour assurer une organisation future des soins. On a un peu le sentiment, évidemment, que c'est peut-être aussi, je m'arrêterai là dans l'introduction, vous en conviendrez peut-être, un petit pas de côté, et encore que peut-être pas tant que ça, avec l'actualité qui est la nôtre. Je ne pense pas que l'on pourra ne pas évoquer certains de ces aspects-là, mais enfin bon, on n'est pas centré sur une analyse des élections à venir. Pour autant, je vous invite quand même à suivre probablement le 2 juillet une émission au lendemain des élections, du premier tour des élections législatives que nous organiserons dans les contrepoints de la santé avec mes compères Philippe Leduc et Renaud Degas sur la santé et le vote des Français. Nous montons cette émission un peu en toute, évidemment, urgence. Nous ne l'avions pas tout à fait envisagé, puisque nous devions recevoir, chers amis, Madame Vautrin, qui avait donné son accord. Bon, non, mais la souplesse des hommes et des femmes de communication et de savoir retomber sur ses pieds, ce que nous ferons, et vous verrez, je pense que l'analyse sera intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire pour l'instant. Je laisse peut-être Victoire, la directrice de l'UC2M, dit un mot sur l'organisation de la matinée. Oui, c'était donc juste pour préciser l'organisation de cette... Ah oui, peut-être enlever les téléphones qui doivent... Voilà. Donc pour préciser donc l'organisation de la matinée, dans un premier temps, après notre introduction, nous aurons un entretien donc avec Gérard Raymond, le président de France Asso Santé, qui va donc introduire notre sujet, notre matinée. Et puis on aura 2 moments de discussion, 2 tables rondes. La première, donc l'influence de la formation médicale sur l'organisation du système de santé. Et puis, dans un deuxième temps, comment concilier médecine spécialisée, médecine de proximité et interprofessionnalité pour répondre aux enjeux et aux besoins. Donc voilà. Oui, rappelons bien aux intervenants et à celles et ceux qui nous écoutent que nous sommes dans notre séminaire, un de nos séminaires, ce qui veut dire que c'est de l'interactivité. On demande à chacun de faire une courte introduction pour lancer en réalité, qui est l'occasion, sauf peut-être Gérard Raymond avec qui on aura un entretien un tout petit peu plus construit, mais qui nous permet en réalité surtout de débattre avec nous et de débattre, mais surtout de réfléchir en réalité au sujet que nous leur donnons. Et nous vous donnerons aussi la parole. L'objectif est aussi de dialoguer avec vous et que vous puissiez poser vos questions. Alors j'ai dit en introduction, je ne sais pas si Jean est là, mais j'ai dit en introduction que ce sujet-là, avec Jean, avec Pierre Marès, que je salue également, ce sont des sujets qui nous occupent beaucoup et j'allais dire depuis très longtemps. Voilà, je te laisse un peu dire un mot. Même peut-être plus longtemps que nous, parce que pour préparer, enfin, c'était pas le but, mais j'étais, comme ça arrive à beaucoup d'entre nous, en train le week-end dernier, de ranger des tas de papiers dans ce qui a été la maison familiale, et je tombe sur une collection de l'Express des années 70. Bon, alors, comme toujours dans ces cas-là, on se prépare à les jeter, mais après on les ouvre, on commence à regarder. Je tombe sur l'interview en 71 de Georges Mathé. Donc, Georges Mathé, qui est le pionnier des greffes de moelle osseuse, qui a été un grand acteur, pas politique, mais enfin des politiques de santé des années 60-80. Et il était interrogé, alors c'est l'Express de la grande époque, hein, c'est celui où il y avait Raymond Aron, François Giraud et plein d'autres. Il est interrogé par les grandes plumes de l'Express de l'époque sur le rapport entre la médecine générale et les spécialités. Donc, et on est en 71, 20 ans avant
l'acmé du numerus clausus qui sort au milieu des années 90. Et bien avant toute la réforme des études médicales qui commencera au milieu des années 80. Donc on est dans le monde d'avant. Et il prend une métaphore bâtimentaire ou architecturale en disant le système de santé, c'est un immeuble et il faut des fondations. La médecine générale, alors pour lui, qui vient des États-Unis, c'était aussi la première génération des médecins qui allaient se former là-bas, c'est les primary care, c'est pas que les médecins. C'est très novateur tout ça, à 50 ans, plus de 50 ans. C'est les médecins généralistes, mais c'est également les pédiatres, c'est tous ceux qui prennent en charge. Bon. Ceux-là, ils sont dans les fondations et ils sont au rez-de-chaussée. Mais ça ne veut pas dire, et les spécialités sont au-dessus, mais ça ne veut pas dire que les spécialités sont au-dessus de leur tête. Ça veut dire que c'est eux qui tiennent le système. Et si les fondations ne sont pas suffisantes et si elles ne sont pas assez larges, le bâtiment s'écroule. Voilà. Donc il avait une vision qui était relativement visionnaire, et c'est un visionnaire, Mathé, de ce que seraient les questions d'après, sauf que on n'a jamais absolument tenu compte, me semble-t-il. Moi, j'ai été, en tant que jeune directeur d'hôpital de l'époque, un acteur qui a vu passer le train des réformes médicales des années 80, la suppression, l'accès unique par l'internat, qui est, à mon sens, pour beaucoup responsable de l'hypertrophie des spécialisations, puisqu'il a été essentiellement conçu sur les besoins hospitaliers des CHU, et donc la matrice était celle de la formation médicale des CHU, la suppression des internats régionaux, la suppression des CES, tout ça. On n'a pas du tout anticipé ce qu'on allait produire, c'est-à-dire la situation d'un pays en Europe occidentale dans lequel la partition entre les spécialistes et les généralistes est la plus déséquilibrée qui soit. Ça, il faut bien le dire. Ça, c'est une réalité. Alors après, on peut se poser la question, mais on pourra au cours de la matinée se la poser. Est-ce qu'il y a trop de spécialités ? Honnêtement, moi, je pensais quand j'étais en responsabilité dans les hôpitaux, c'est un sujet qui enquiquine beaucoup au quotidien. Tout ça, je pensais qu'il y en avait trop, mais en réalité, tous les pays à peu près équivalents, on en a à peu près autant. C'est jamais les mêmes chiffres parce qu'en fait, les champs disciplinaires ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais globalement, c'est un mouvement mondial. Mais par contre, aucun pays de l'Union européenne, enfin tout au moins de l'OCDE, pour parler de ceux qui sont plus tôt dans le niveau de développement qui est le nôtre, aucun pays n'a autant de spécialistes par rapport à ses généralistes. Dernier chiffre, qui n'est pas un secret d'État, mais qui n'est pas si dit que ça. Quel est le chiffre exact des généralistes pratiquants ? Seule l'assurance maladie le connaît. Il est inférieur à 80 000, il se situe entre 70 et 80 000, parce qu'il y a environ, aux alentours de 15 à 20 000 généralistes qui ne sont pas des vrais généralistes, qui sont omnipotents. Thierry Godot, je crois. Thierry, est-ce que vous pouvez couper votre micro ? On entend votre conversation. Thierry, on entend ta conversation. Si tu peux couper. Oui, excusez-moi, merci. Oui. Et alors, on me signale également que le son, ça je me tourne vers Emmanuel, que le son n'est pas très bon. En distanciel. Oui, en distanciel, oui. Bon. Voilà. Bon, donc, ça permet aux gens d'arriver, pardon. Et donc, le vrai chiffre des généralistes, qui est pas si communiqué que ça, mais qui n'est pas non plus si disponible que ça, est plutôt de l'ordre de 70 à 75 000 que de 95 à 100 000. Bon. Donc, on a effectivement un rapport extrêmement déséquilibré entre ces deux modes d'exercice, et c'est le sujet de la matinée. Merci. Bon, je propose Gaëtan qui va participer avec nous à l'ensemble de cette matinée, mais Gaëtan, on s'était dit que tu participerais un peu à cette introduction. Je te propose peut-être de passer tout de suite, puisque Jean n'est pas là, visiblement, il voulait vous accueillir. Je ne vois pas Jean. Jean Sibilia n'est pas avec nous.
Bon, alors, dans ces conditions, je propose que l'on demande tout de suite, et comme ça on respectera vraiment le temps, à Gérard Raymond de nous rejoindre et de venir... et Gaëtan, Jean, Gaëtan, Victoire, Dominique et moi, donc nous allons ouvrir ce dialogue avec toi. Oui, alors il faut que je regarde. Excusez-nous, on a un petit problème d'organisation, puisqu'en fait nous avons les caméras et les sunlights. Donc les caméras sont là, voilà, comme ça vous nous voyez. Est-ce que c'est bon? Ça paraît. Je salue celles et ceux qui nous ont rejoints. Je vois Luc Mouton, Sylvain Gauthier, Thierry Godot, Tatiana, Paul Frappé. Merci. Merci d'être là, Pierre Marès. Je l'avais dit, je t'avais cité, Pierre. Oui, on a souhaité, Gérard Raymond, te recevoir en introduction de notre séminaire parce que nous nous sommes dit de manière finalement assez raisonnable. Ce n'était peut-être pas d'ailleurs, pour être très franc, la première idée que nous avions, bien que, évidemment, tu fais partie de nos interlocuteurs habituels et on a toujours beaucoup de plaisir de te recevoir et de dialoguer avec toi en tant que représentant des patients et notamment président de France Asso Santé. Mais je crois que c'est effectivement raisonnable de se dire, dans cette séquence de réflexion, de se dire, avant que les professionnels que nous sommes, enfin collectivement, je m'y associe aussi, de l'organisation de la médecine et de la santé, la première chose qu'il faudrait faire, la première chose qui doit être faite, c'est de demander à ceux qui sont soignés ce qu'ils pensent de l'évolution du système de santé. Alors je sais que cette intervention, tu l'as déjà sans doute faite plusieurs fois. Pour autant, on voudrait avoir avec toi une réflexion de fond sur l'organisation de la médecine, notamment dans ce rapport médecine globale, médecine spécialisée, ce qui ne nous empêchera pas d'avoir quelques commentaires sur le présent et le futur. Peut-être, sauf si Gaëtan, tu veux rajouter quelque chose pour l'instant? Non. Ok. Oh, c'est gentil. Merci pour cette invitation, même si vous n'aviez pas prévu de m'inviter, peu importe. Je ne vous en tiendrai pas gré. Non, bref, vous le savez, de toute façon, les patients, les usagers de la santé, appelez-les comme vous voulez, mais ceux qui sont évidemment en contact avec le système de santé et au travers des associations et de l'union que je représente, qui est France Asso Santé, on a depuis des années émis une certaine préoccupation, un certain signal de vigilance sur le fait qu'effectivement, l'organisation de notre système de santé, l'offre qui nous est offerte, ne répond plus aux attentes et aux besoins de la population. Et ça, on le voit bien, petit à petit se dégrader, même si, bon, notre système est encore de soins. Notre système de soins est encore un système qui soigne encore et qui prend en charge les patients, etc. Néanmoins, d'année en année, avec notre observatoire, nous constatons qu'il y a de plus en plus de difficultés à avoir accès à un professionnel de santé. D'abord, sur les territoires, le médecin généraliste dit médecin traitant, et ensuite, effectivement, avoir accès aux spécialistes, surtout s'il faut passer par le parcours du combattant, du médecin, etc. Si on n'a pas un accès direct, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Donc, ça fait longtemps que nous disons qu'il y a une nécessité de réfléchir effectivement à une nouvelle organisation qui permette effectivement de mieux répondre à nos besoins. Mais aussi, on le voit, cette nouvelle organisation doit mieux répondre aussi à l'évolution de la société et des besoins des acteurs. Et qu'effectivement, on évoquait tout à l'heure les médecins des années 70, c'était un sacerdoce. Aujourd'hui, effectivement, on ne va pas demander à un médecin de faire 24 heures sur 24 toute sa vie, la nuit, de prendre la voiture, la sacoche et d'aller au fin fond des montagnes soigner quelqu'un qui est malade. Donc, cette évolution normale de notre société nécessite une refondation, une transformation, appelez comme vous voulez, mais profonde, effectivement, de toute l'organisation
des acteurs du système de santé. Et donc, s'il y a une réorganisation, il y a aussi une formation à revoir des acteurs. On le dit qu'on a beaucoup travaillé en tuyau d'orgue, en corporatisme, etc., etc. Je crois qu'effectivement, une des nécessités aujourd'hui, c'est d'apprendre à travailler en équipe. Et cet apprentissage du travail en équipe ne se fait pas lorsque l'on est sur le terrain, il se fait en amont. Lorsque l'on veut faire des études de médecine, de soins, peu importe, c'est à partir de là qu'il faut qu'on ait quand même quelques fondamentaux. Il faut dire à ces jeunes qui veulent faire médecine ou soins, ou travailler dans le milieu de la santé, vous allez travailler en équipe. Donc, vous allez avoir des partages de connaissances et de compétences avec d'autres acteurs. Donc ça, et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, dans les formations initiales, véritablement, on commence à travailler, à partager. Voilà. Bon, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est aussi l'utilisation de moyens modernes qui sont à notre disposition. Et donc, on a aujourd'hui le numérique qui a envahi notre vie, qui a envahi le système de santé et qui devrait nous permettre de faire le meilleur et pas le pire. Ah, évidemment. Donc, messagerie sécurisée, comment on rentre effectivement en lien avec l'ensemble des acteurs autour du patient ou avec le patient ou sur un territoire donné, qui peut être d'ailleurs à dimensions diverses en fonction de la pathologie, peut-être qu'on y reviendra. Et ces outils-là doivent nous permettre effectivement d'être en lien en permanence avec ceux qui sont au front, généralistes ou peut-être même d'autres acteurs, pharmaciens, infirmiers, kinés, etc., etc. Et le spécialiste qui est plus en retrait, lui, et qui met en lien permanent, je dirais. Parce que là, les outils, eux, ils peuvent fonctionner 24 heures sur 24. Je trouve qu'on n'utilise pas suffisamment ces nouveaux outils. Je vais dire qu'on ne les impose pas suffisamment l'utilisation de ces nouveaux outils. Et que j'aurais préféré que dans les négociations conventionnelles qui viennent de se terminer après 2 ans de beaux et magnifiques échanges, on mette en face une rémunération revue et corrigée, on mette en face évidemment des obligations à utiliser ces moyens modernes, à aussi effectivement être en capacité de pouvoir utiliser mon espace santé, les messageries sécurisées et de travailler en équipe. Donc pour nous, ce qui est important, c'est cette coordination des acteurs, comment on travaille sur un territoire donné. Après, pour revenir à votre sujet de fond, effectivement, il y a ceux qui sont au front, il y a le médecin généraliste. D'ailleurs, je pensais que le médecin généraliste était un spécialiste. Voilà. Ben, enfin, il l'est, mais il n'est pas au même niveau que les autres. Donc, il y a encore des négociations conventionnelles à mener, quoi. Parce que je pense que la consultation d'un spécialiste n'est pas à 30 €. Hein? Bon, voilà. Bon, dans ces lieux-là, on peut toujours s'amuser. Mais bon, peu importe les mots, c'est comment les choses sont organisées. Donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'effectivement, l'équipe de soins traitantes ou l'équipe traitante sur le territoire qui travaille en équipe puisse pouvoir avoir un lien direct avec celle qui arrive en deuxième cercle, c'est-à-dire le spécialiste. Et que ces notions aujourd'hui, j'ai bien entendu ça, on doit travailler là-dessus, de perte de patient, je ne vais pas envoyer mon patient chez le spécialiste parce que je vais le perdre, je ne vais pas l'envoyer, donc je vais essayer de le garder le plus longtemps possible, etc. Donc tout cela doit être banni, effectivement, dans une volonté de mieux répondre aux besoins populationnels. Donc ça me paraît important, et dans cette période de grande turbulence aujourd'hui, où on commençait quand même à évoluer vers cela avec un rythme d'escargot ou de tortue, mais bon, avec moult difficultés, mais néanmoins quand même quelques articles 51, le développement des maisons de santé, un travail de constituer une réflexion sur
comment former une équipe et un vrai projet médical sur les territoires, avec aussi cette volonté de comment on met en place des vrais parcours sur les patients atteints de pathologies chroniques, comment on accompagne ces personnes-là sur leur territoire, sur leur lieu de vie, et non plus de prendre en charge une maladie, mais une personne atteinte d'une pathologie. Donc essayer d'avoir un regard plus humain et un peu moins scientifique ou médical. Donc on voit bien qu'il y a des... Ça démarre. L'utilisation des outils, effectivement aussi numériques, ça commence. Mais bon, je pense qu'il faudrait tout ça l'accélérer avec une vraie posture politique un peu plus forte et un peu plus courageuse que l'on a à l'heure actuelle. Donc, dans cette période un peu de turbulence, je pense qu'il faut essayer de regarder et d'être toujours optimiste, voire utopiste, mais je souhaite qu'effectivement, on prenne conscience que cette refondation du système passe par une volonté de réfléchir ensemble à des transformations profondes des métiers, y compris dans la formation initiale, y compris dans la spécialisation, y compris dans la coordination des acteurs. Et un point, effectivement, que je n'ai pas encore abordé, c'est qu'on voit bien que tout cela, si ça se met en place, nécessite effectivement derrière là aussi, une refondation totale du modèle économique, du financement du système et du financement des acteurs du système. Évidemment, on voit bien que la rémunération à l'acte sur l'accompagnement d'une personne atteinte d'une pathologie chronique n'est peut-être pas le plus pertinent. On voit bien que, effectivement, bien d'autres, la T2A aussi, peut-être qu'il faudrait aussi la réviser. Et je crois que dans ce cadre-là, ce n'est pas encore une fois de plus de jeter l'opprobre à qui que ce soit. On est certainement aujourd'hui arrivé à un bout. On est dans le mur et même on commence évidemment à faire tomber le mur. Eh bien, il est grand temps de ne pas chercher des fautifs, mais de se dire tous ensemble comment on essaie de construire quelque chose de nouveau répondant plus à ces besoins sociétaux des acteurs et des citoyens. Gérard, nous avons des questions à te poser. Oui. C'est plus intéressant les questions que l'homme. Alors moi, j'en ai quelques-unes, mais je ne sais pas si tu auras le temps. Oui, vas-y. Mais c'est vraiment une question, je dirais, ouverte et d'intérêt. Est-ce que France Asso Santé a été un acteur de la convention qui vient de se conclure ? Ah non, bien sûr que non. On n'est pas invité à la négociation conventionnelle. Alors, ce serait un crime de lèse-majesté quand même. Alors, non, mais... Par des relations que vous connaissez tous, j'avais de temps en temps des informations, d'ailleurs venant des deux bords. Certains syndicats progressistes n'hésitaient pas encore à dialoguer avec moi, et le directeur de la CNAM, de temps en temps, me faisait un point de situation, surtout que d'ailleurs quand il était un peu en difficulté. Mais bon, voilà. Donc on a suivi ça, mais vous savez... Ça, c'est une parenthèse. Est-ce qu'il faut être dans la négociation ou est-ce qu'il faut être toujours dans la gouvernance de toutes ces agences, etc., etc., etc. On peut s'interroger du poids qu'on peut amener une personne là au milieu de ces syndicalistes, un peu... de ces ou de ces mandarins dans les hôpitaux, parce que... Oui. Non, ouais, c'est l'argent des cotisants. Je suis d'accord. Ah non, mais nous sommes au conseil de la CNAM. Nous sommes au conseil de la CNAM. Et là aussi, nous sommes au conseil de la CNAM avec 2 représentants France Asso Santé et un représentant FNAT et un représentant UNAF, qui sont aussi dans France Asso Santé. Donc ça fait 4 représentants des usagers de la santé. Mais par contre, par des jeux d'équilibre, on n'est pas à l'UMCAM. Ça, on nous refuse l'entrée à l'UMCAM.
Bon, voilà. Bon, c'est quelque chose. Cela étant, on peut dire aussi que vous avez, si on regarde un peu le temps long, ça fait une vingtaine d'années que vous êtes dans les conseils d'administration des hôpitaux Oui. et de plein Oui, d'institutions. on a créé les CDU, le conseil de surveillance, on est là. Mais derrière, ce qui m'importe, notamment sur nos relations avec les institutions et les agences, c'est pas forcément d'être un membre au conseil d'administration ou dans la gouvernance, mais c'est de créer des relations, des rencontres régulières avec ces agences pour faire les points de situation, Gérard, pouvoir critiquer, etc. On va te poser. On parle partie prenante. Oui, on va te poser 5-6 questions et tu vas répondre très vite. Très vite. Et ce sera le temps imparti. Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, Gaëtan, tu as une question? Question-réponse. Hein. Oui, une question. Et on va en prendre plusieurs et puis. À chacun le sien. Et ne mets pas ta main sur le... Mercredi, hein. Mercredi, c'est ça, oui, ça va très mal. Alors, la question que je voulais te poser, Gérard, c'était sur la question du financement. En particulier, alors, la comparaison peut avoir ses limites, mais les débats sur la division du travail, sur la productivité, ça a quelques siècles quand même. Si on reprend... je ne vais pas reprendre totalement l'exemple de la fabrique d'aiguilles d'Adam Smith, mais il y a des éléments qui sont assez intéressants. Notamment aujourd'hui, le système de financement, il favorise la production individuelle, l'acte. Donc en gros, on dit faites plein de têtes d'aiguilles. Le problème, c'est que, tu l'as dit, pour les pathologies chroniques, ce qu'il nous faut, c'est un rendu global, c'est-à-dire un service global qui permette d'améliorer la santé du patient. Donc aujourd'hui, notre système, il nous dit faites plein de têtes d'aiguille. Alors s'il y a des têtes d'aiguille qui se trimballent par terre, mais qu'il n'y a pas le reste de l'aiguille, c'est pas grave. Par contre, il y en a un qui dit moi, je suis là pour faire des têtes, je fais des têtes. Donc on voit bien. Alors c'est pour ça que je dis que le parallèle, en fait, peut avoir ses limites, mais je crois qu'il est assez facilement compréhensible comme ça. Clairement, aujourd'hui, le système de financement, il est fait de cette façon. Donc, qu'est-ce que vous, à France Asso Santé, vous pensez de ce système-là et qu'est-ce qui vous semblerait être plus à même de répondre à cette exigence qui est de dire à la fin il faut un produit fini, c'est-à-dire rendre un service médical si ça aux patients. pas, tu réponds après? Ah oui. Oui, j'ai bien tout noté. Je vous invite quand même, puisque nous sommes entre nous, à l'UC2M, donc tout est transparent chez nous, toutes nos productions vous sont destinées sans aucun frein. Donc hier, nous avons eu une conférence, enfin un groupe de travail sur tarification et organisation. Je vous invite à le regarder parce qu'on a eu plusieurs intervenants et grosso modo, on n'a pas le temps, mais les tarifications n'est pas là non plus pour assurer une organisation. Il y a d'autres moyens que de se servir du levier de la tarification. Enfin, c'est une réponse. Alors, vous pouvez l'écouter, Victoire et l'équipe, on vous mettra ça à disposition dès que ce sera enregistré. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Moi, j'en ai aussi. Alors, oui, vas-y. Alors, on va te donner... Oui, bonjour. En fait, la question, vous êtes venu rapide, dire que... comme ça, il fait rapide une question. Oui, rapide. C'est, Vas-y. vous dites qu'il faut une transformation organisationnelle, mais avec qui ou avec qui faudrait-il discuter cette transformation organisationnelle pour être au plus près des usagers? Voilà, qui pourrait porter la responsabilité de cette réorganisation? Ouais, c'est une bonne question. Oui. Est-ce qu'il y en a une autre ou deux? Non. Pas tout de suite. OK. Moi, je voulais te demander une petite remarque. À trop vouloir... alors, ce qui me fait dire ça, c'est ton passage sur la rémunération. Parce que c'est quand même une petite bombe que tu lances comme ça avec ton air de ne pas y toucher. C'est-à-dire qu'on change la rémunération qui était une... Bon. À trop vouloir demander, finalement, notre système ne fait rien. Ou en tout cas, on lui reproche de ne pas bouger parce que vous en demandez tellement, enfin on en demande globalement, hein, je dis tellement que finalement ça ne bouge pas parce que c'est trop compliqué. Et je voudrais te poser une autre question. Si on avait à te demander quels sont en 2, 3, je ne sais pas si tu as réfléchi, je crois que je te l'avais demandé, quels sont pour toi les sujets essentiels, 2 ou 3, les priorités, 1 ou 2, les alertes, c'est-à-dire les risques, les points rouges, ça c'est un peu à l'actualité. Qu'est-ce qu'il ne faudrait surtout pas, enfin quel est la lumière rouge que tu ne voudrais pas et sur laquelle tu lutterais. Et puis la dernière question pour la fin, les citoyens ont-ils toujours raison? On va à peu près répondre à tout ça. Moi, je ne voudrais pas, et ce que je regrette aujourd'hui,
y compris dans les programmes des uns et des autres, c'est que l'on regarde le système de santé que de son côté du financement. Financement du système, financement des acteurs. L'organisation, le système rendu, tout ça, ça passe après. Tant qu'on restera sur cette notion, la santé ça coûte cher, ça dépasse trop, etc., on n'arrivera à rien. Et on ne fera que des tensions, des oppositions, et on ne fera pas du bon boulot. Donc, je crois que si nous voulons transformer, réorganiser notre système de santé, il faut le prendre par le fond, par les valeurs qui fondent notre système de santé, par les missions de chaque acteur, par cet engagement de soigner, d'aider son prochain, etc., etc. Donc peut-être par des visions beaucoup plus politiques d'un sens large du terme que du côté des finances et de la rémunération. Je ne conteste pas la rémunération des acteurs. Au contraire, je dis qu'il faut la revaloriser pour bon nombre d'entre eux, mais surtout, il faut leur redonner du sens. Et que tant qu'on restera, je veux gagner plus, sans me faire mieux ou sans me faire différemment, on n'y arrivera pas. Sur les financements des médecins, puisqu'on a parti là-dessus, moi je pense qu'un médecin, un professionnel de santé sur le territoire, a trois missions. On l'a déjà défini. Il a une mission de santé publique, c'est-à-dire de prévention et d'éducation à la santé sur son territoire. Ça doit être une mission de santé publique, donc un financement sur les actions menées, etc., etc. Ensuite, il a, on l'a dit, sur les personnes atteintes de pathologies chroniques, dans le parcours, l'accompagnement. Il a une mission avec une équipe d'accompagner la personne en fonction de ses besoins, de ses représentations, de son projet de vie, etc., etc. Ça aussi, ça peut être revu en permanence avec des indicateurs, mais c'est une mission globale. Et enfin, il y a évidemment là ce qu'on appelle la permanence des soins, c'est-à-dire les soins non programmés, qui là, bien sûr, il fait valoir son expertise, il fait valoir... donc là, je pense qu'on peut continuer à avoir une rémunération à l'acte là-dessus. Donc voilà le schéma, alors qui peut être évidemment énormément discuté là-dessus. Sur la réorganisation, on avait le président, dans ses élucubrations, avait mis en place la CNR. Et on avait décliné des CNR santé sur les territoires. Alors, ça s'est fait très rapidement, un peu de briques et de broc, mais certains CNR sur les territoires ont parfaitement bien fonctionné. Lorsque les ARS avaient convoqué tout le monde, y compris évidemment les citoyens et les usagers de la santé. Certains ont parfaitement bien fonctionné. Il y a eu de belles idées. Il se fait des choses sur le territoire. Et donc je pense que dans la réorganisation, c'est plutôt sur les territoires. Notamment quand je parle d'éducation à la santé, de prévention, c'est de l'aménagement du territoire. Peut-être que les axes de prévention, ici dans le 17e, ce n'est pas les mêmes qu'au fin fond de mes vallées arigeoises. Donc on a d'autres organisations. Donc la réorganisation passe évidemment par ce qu'on appelle les ARS, ces préfets sanitaires, mais qui devraient effectivement être plutôt des facilitateurs à trouver des solutions d'organisation territoriale avec les élus pour qu'on puisse répondre à ces besoins-là. Trop c'est trop, moi je ne le crois pas. C'est jamais trop c'est trop. Je crois que le rôle d'un politique, c'est pas de s'occuper du tricot, c'est de dire ce qu'on tricote et de dire qu'à la fin, il y a du sens, il y a un objectif. Certains parlent et nous demandons depuis longtemps, d'une loi de programmation de santé publique pour 5 ans. Je pense que le rôle du politique, il est là. Il est de fixer des caps. Ensuite, les acteurs devront tricoter pour y arriver. Et je déplore effectivement que nos politiques soient plus dans le tricot que dans le sens politique et dans la vision de notre système de santé. Les patients ont toujours raison. Tu penses que les patients... Et tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Les événements te font penser que les patients ont toujours raison. Franchement. Les patients ont toujours raison. Les patients ont toujours raison. Mais pas les citoyens. Moi, les citoyens, certains quand même sont un peu excessifs. Ok. Sinon, on stoppe là, Dominique, Gaëtan.
enfin, de toute façon, Gérard reste avec nous, donc le dialogue ne fait que commencer. Victoire aussi, c'est bon. Donc, on va demander... merci beaucoup, hein, c'était sympa. On t'applaudit, là, pour se mettre... même si c'est pas tout à fait les habitudes des séminaires, mais c'était sympa d'avoir cette ouverture avec toi, franchement.